Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question qui revient souvent, ce sentiment un peu diffus là que l'école, elle prépare pas toujours complètement les jeunes pour la suite, que ce soit pour les études ou pour le monde du travail. Oui, c'est un sujet récurrent. Et pour aller un peu plus loin que ce constat général, on va explorer aujourd'hui l'analyse de Xavier Rogier. C'est un chercheur spécialiste de ces questions. D'accord. Et il propose un diagnostic assez pointu des problèmes, et il avance une piste, ce qu'il appelle la pédagogie de l'intégration. Pédagogie de l'intégration. Ok. Donc notre but, c'est de décortiquer un peu ça, comprendre les problèmes qu'il soulève, les lacunes, les écarts entre élèves, et puis ce truc un peu bizarre là, les échecs et réussites abusives. C'est ça. Comprendre pourquoi, selon lui, on en est là, et surtout, regarder sa solution. Une solution qui mise sur des objectifs et des évaluations, comment dire, plus ancrées dans le réel, dans des situations complexes. Tout à fait. On va suivre sa pensée. D'abord, son diagnostic, ce qu'il nomme le triple constat. Mhm. Ensuite, les causes qu'il voit derrière tout ça. Un petit détour par l'histoire pour comprendre d'où ça vient. Et puis, pour finir, les deux leviers importants qu'il propose pour changer les choses. Parfait. Alors, commençons par ce triple constat. Le premier point, c'est quoi? Alors, le premier, c'est assez direct. Beaucoup d'élèves, ils arrivent à la fin d'un cycle ou même à la fin de leur scolarité sans vraiment maîtriser les compétences de base, celles qui sont nécessaires pour continuer à apprendre ou pour s'insérer dans la vie, quoi. Il parle même d'un véritable décalage. C'est-à-dire que ce que l'école produit ne correspond pas vraiment à ce qu'on attend après. C'est fort comme constat. C'est exactement ça l'idée. Une sorte d'inadéquation entre ce que les élèves savent vraiment faire et les besoins de la société ou des études supérieures. D'accord. Le deuxième constat, c'est aussi assez préoccupant. L'écart de niveau entre les élèves, disons, les plus forts et ceux qui ont plus de difficultés, cet écart, il a tendance à augmenter tout au long de la scolarité. Ah oui, ça c'est un vrai problème d'équité, non? L'école devrait plutôt essayer de réduire ces écarts, j'imagine. Si ça les creuse, c'est qu'il y a un souci quelque part. Juste ça, assez préoccupant, oui. Et le troisième constat, alors là, c'est peut-être le plus étonnant, ça touche à l'évaluation elle-même. Roger parle de la multiplication des échecs abusifs et des réussites abusives. Des termes un peu forts, abusifs. Qu'est-ce qu'il entend par là? Un échec abusif, c'est un élève qui rate alors qu'il aurait pu passer? C'est ça, il redouble ou on l'oriente vers une voie moins valorisée, alors que bon, peut-être qu'avec une autre évaluation, un autre regard, il aurait pu continuer. Et à l'inverse, la réussite abusive, C'est celui qui passe, mais sans avoir vraiment le niveau pour la suite? exactement. Il a son diplôme, son passage, mais en fait, il n'a pas les compétences pour suivre en classe supérieure ou pour s'adapter à un emploi. Une sorte de faux semblant, quoi. Je vois. Et la conséquence de tout ça, de ces échecs et réussites abusives? La conséquence directe, et c'est là que ça devient très compliqué pour les profs, c'est que ça crée une hétérogénéité énorme dans les classes. Des niveaux très très différents. Hmm. Et Roger pointe un paradoxe assez fou. Cette hétérogénéité ingérable, c'est en partie le système d'évaluation lui-même qui la fabrique. Attendez, l'outil qui est censé mesurer et trier en quelque sorte, il contribuerait à créer le problème qu'il doit gérer. C'est un peu l'idée, oui. Ça donne à réfléchir. L'évaluation, au lieu de certifier une maîtrise réelle, elle produirait des groupes tellement différents que ça rend l'enseignement très difficile. Et ça risque d'aggraver encore les problèmes. C'est un cercle vicieux en fait. Bon, le tableau est assez sombre. Quelles sont les causes derrière tout ça selon Roger? Alors, il en identifie principalement trois. La première, c'est un peu le rythme des innovations pédagogiques. Trop rapide? Oui. Selon lui, on introduit sans arrêt de nouvelles méthodes, de nouvelles approches, mais souvent sans que les conditions soient vraiment réunies sur le terrain, au niveau des moyens, de la formation des enseignants, du temps pour que ça prenne vraiment. Une sorte de fuite en avant? On lance des nouveautés sans vérifier si c'est applicable partout. C'est un peu ça. Les experts proposent, c'est normal, mais l'institution adopte parfois trop vite, à grande échelle, sans s'assurer que ça va marcher concrètement pour tout le monde. Et l'effet perverse? L'effet pervers, c'est que ces innovations, qui sont souvent bonnes en soi, elles ne profitent réellement qu'à une petite partie des élèves. Souvent, ceux qui sont déjà dans des écoles plus favorisées, avec des profs très engagés, et du coup, Ça creuse encore les écarts dont on parlait tout à l'heure. exactement, on retombe sur ce problème. C'est paradoxal encore une fois. Oui, décidément. Et la deuxième cause? La deuxième, ça concerne les apprentissages eux-mêmes. Pour Rogier, ils sont trop souvent atomisés.
c'est-à-dire découpés en tout petits morceaux, déconnectés les uns des autres. Et aussi vides de sens pour l'élève. Atomisé et vide de sens, c'est-à-dire? On apprend des éléments isolés, souvent juste pour réussir le contrôle ou l'examen. Il manque ce qu'il appelle la finalisation. La finalisation. Le fait de ne pas voir à quoi ça sert, au final. Oui, c'est ça. L'élève ne voit pas le but, l'utilité de ce qu'il apprend en dehors de l'école. C'est un peu comme apprendre le nom de toutes les pièces d'un moteur, sans jamais comprendre comment ça fait rouler une voiture. D'accord. On apprend la règle de grammaire, la formule de maths, la date historique, mais sans voir le lien avec des situations où ça pourrait être utile dans la vie. Et du coup, ces savoirs, ils restent un peu théoriques, pas vraiment utilisables. C'est ça le problème, ils ne sont pas véritablement mobilisables de manière durable. C'est appris pour l'interro, puis souvent, c'est oublié, ou ça reste inutilisable ailleurs. Logique. Et la troisième cause? On revient à l'évaluation, j'imagine. Exactement. L'évaluation, c'est vraiment un point central chez lui. Le souci, selon Rogier, c'est qu'on évalue surtout la restitution de savoir, des faits, des définitions et de savoir-faire technique. Faire une règle de 3, appliquer une règle de grammaire. Oui, c'est souvent ça, les contrôles. Voilà. C'est nécessaire. Attention, il ne dit pas le contraire. Mais ce n'est pas suffisant. Insuffisant parce que savoir réciter la règle, ça ne veut pas dire savoir l'utiliser quand il faut dans une situation un peu complexe. C'est exactement ça. Avoir les briques, ça ne garantit pas qu'on sait construire le mur. On peut connaître ses conjugaisons et écrire n'importe quoi. On peut savoir faire une division et être incapable de résoudre un petit problème concret de partage. Rogier dit qu'on évalue des techniques stéréotypées, mais pas la compétence réelle, c'est-à-dire la capacité à agir, à résoudre un problème, à communiquer efficacement dans une situation nouvelle ou complexe. Ok, c'est clair. Le diagnostic est posé, les causes identifiées. Rogier propose aussi un regard historique, c'est ça, pour comprendre comment on en est arrivé là? Oui, il retrace une évolution assez intéressante. On viendrait d'une période dominée par ce qu'on appelle la pédagogie par objectif, la PPO. L'idée, c'était de fixer des objectifs très précis, très observables. Un exemple de ce genre d'objectif PPO? Par exemple, l'élève doit être capable de tracer 2 droites parallèles avec une règle et une équerre, ou conjuguer le verbe être à l'indicatif présent. C'est très concret, on voit tout de suite si l'élève sait faire ou pas. Facile à évaluer donc? Très facile à évaluer, c'est l'avantage. Mais l'inconvénient, c'est que c'est très morcelé, très technique et assez loin de l'utilisation réelle de ces savoirs. D'accord, très découpé. Et après cette PPO, il s'est passé quoi? On est souvent passé, parfois un peu brutalement, il parle d'effet de balancier sans transition à autre chose, à l'approche par compétence, l'APC. Ah oui, l'APC, on en entend beaucoup parler. Oui, mais souvent, selon lui, elle a été comprise ou mise en œuvre d'une manière qui crée le problème inverse, surtout via les compétences transversales. Là, on vise des choses complexes, importantes pour la vie, mais qui sont très difficiles à rendre concrètes pour l'évaluation quotidienne. Donnez-nous des exemples de ces compétences complexes mais pas concrètes. Alors, il cite des choses comme développer son esprit critique, ou être un citoyen responsable, ou même apprendre à apprendre. Ce sont des buts essentiels, personne ne dit le contraire. Bien sûr. Mais comment un prof dans sa classe au quotidien peut évaluer de manière fiable, juste, objective, si un élève est un citoyen responsable? C'est quasiment impossible à traduire en notes, en évaluation sommative. Il les juge inutilisables en tant que tels dans ce cadre-là. Donc, si je résume, le problème, c'est qu'on a oscillé entre des objectifs trop simples, trop découpés, concrets mais pas complexes, et des objectifs trop larges, trop vagues, complexes mais pas concrets. On n'arrive pas à trouver le juste milieu. Vous mettez le doigt dessus. C'est exactement ça, le cœur du problème. Comment on fait pour définir des objectifs qui soient à la fois complexes pour que ça ait du sens, que ça prépare au monde réel, et concrets pour que les profs puissent vraiment les enseigner et les évaluer en classe? C'est le défi. C'est le défi. Et c'est là que la pédagogie de l'intégration essaie d'apporter une réponse. Rogier utilise des exemples qui sont très parlants pour illustrer ça. Ah oui, les exemples, ça aide toujours. Celui sur la nutrition, par exemple. Oui, il montre bien les 3 niveaux. Premier niveau, concret, mais pas complexe. C'est demander à l'élève de calculer les grammes de sucre dans un yaourt dont on donne l'étiquette. C'est précis, technique, mais limité. D'accord. Deuxième niveau, complexe, mais pas concret. C'est viser la compétence, se nourrir sainement. Objectif super important, mais comment l'évaluer tel quel? Troisième niveau, concret et complexe. Là, on demande à l'élève, par exemple, de composer 3 menus équilibrés pour la journée d'un sportif en utilisant une liste d'aliments donnés, en respectant un budget et des apports nutritionnels précis.
Ah oui, là, il faut mobiliser plein de choses. Connaissances sur les aliments, calcul, faire des choix. Exactement. La tâche est complexe. Elle intègre plusieurs savoirs et savoir-faire. Mais elle aboutit à quelque chose de concret. Les menus. Et ça, on peut l'évaluer avec des critères clairs. Est-ce équilibré? Le budget est-il respecté? Etc. C'est beaucoup plus clair comme ça. On voit bien l'intégration. Et l'autre exemple sur l'environnement? C'est la même logique. Niveau 1. Concret, pas complexe. Faire un test pour mesurer l'acidité d'un échantillon d'eau. Une manip technique. Ok. Niveau 2. Complexe, pas concret. Agir pour protéger l'environnement. Essentiel, mais trop vaste pour une évaluation scolaire directe. Oui. Niveau 3. Concret et complexe. Demander aux élèves, en groupe, de préparer un plan d'action réaliste pour réduire les déchets de papier dans leur école, avec une analyse du problème, des propositions, un budget, une petite stratégie de communication. Planifier, de communiquer, et ça produit un plan concret qu'on peut évaluer. Voilà. C'est ce type de situation, de tâche, qui est au cœur de la pédagogie de l'intégration. C'est chercher à réconcilier le sens, la pertinence, avec ce qui est faisable et évaluable à l'école. Très bien. Alors, ça nous amène logiquement à la solution qu'il propose. Comment on sort de cette impasse? Il parle de deux nécessités. Oui, deux nécessités fondamentales. La première, c'est d'enseigner explicitement aux élèves comment faire. Comment mobiliser ce qu'ils ont appris pour résoudre ces situations complexes. Il ne suffit pas d'empiler les savoirs et les techniques. D'accord. Il faut les entraîner vraiment à intégrer tout ça, à choisir les bonnes ressources au bon moment pour faire face à une tâche nouvelle. C'est ça finalement, apprendre à être compétent. Apprendre à se servir de ce qu'on sait, en somme. Mais il dit que ça demande un dispositif particulier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas ce que font déjà beaucoup de profs avec des projets, des études de cas. C'est une très bonne question. Bien sûr, beaucoup d'enseignants font des choses formidables, très actives. La différence, que Rogier semble souligner, c'est souvent le côté systématique et structuré de l'approche. Systématique et structuré. Oui, c'est pas juste faire un projet sympa de temps en temps, c'est vraiment concevoir l'apprentissage autour de ces moments d'intégration, où on guide tous les élèves, même ceux qui ont plus de mal, à franchir cette étape de la mobilisation face à la complexité. Ça demande une certaine ingénierie pédagogique, des outils spécifiques et sans doute une formation pour les enseignants qui va au-delà de l'intuition. D'accord, je vois. C'est le côté planifié, outillé. Et la deuxième nécessité, l'heure. Si on apprend à mobiliser, j'imagine que l'évaluation doit suivre logiquement. C'est l'évidence même, et pourtant c'est souvent là que ça coince. La deuxième nécessité, c'est d'évaluer les élèves principalement à travers des situations complexes, du même type que celles qu'on a travaillées en classe. L'évaluation doit être cohérente. Logique. Si on veut former des élèves capables de gérer le complexe, il faut les évaluer là-dessus, et pas seulement sur leur connaissance des petits éléments séparés qui composent cette complexité. Donc, changer les méthodes d'enseignement, ça suffit pas. Il faut absolument aussi changer l'évaluation, surtout celle qui compte, celle qui donne le diplôme, qui oriente. Absolument, c'est un point clé chez Rogier. Tant que l'évaluation importante, l'examen final, le bulletin, repose surtout sur la restitution de savoirs fragmentés, tous les efforts pour travailler l'intégration en classe risquent d'être vus comme secondaires par les élèves, les parents, même les profs parfois. Il faut aligner les deux. Il faut aligner les deux. On apprend à intégrer, on évalue l'intégration. Bon, essayons de résumer un peu tout ça. On est parti d'un constat assez dur, des élèves qui maîtrisent mal les bases, des inégalités qui augmentent, une évaluation qui crée des problèmes. C'est ça. Les causes, selon Rogier, des innovations pas toujours bien gérées, des apprentissages trop morcelés, trop abstraits, et une évaluation qui ne regarde pas au bon endroit, en gros. Voilà. Et face à ça, la proposition de la pédagogie de l'intégration, c'est de recentrer l'école sur des objectifs et des évaluations qui soient à la fois concrets et complexes. L'idée clé, c'est apprendre à mobiliser ses savoirs dans des tâches qui ont du sens et évaluer cette capacité de mobilisation. L'idée forte, si je devais en retenir une, c'est vraiment de sortir de cette opposition entre, d'un côté, le simple et concret, et de l'autre, le complexe mais abstrait. Trouver une voie du milieu qui soit plus pertinente. C'est tout à fait ça. Le grand défi pour l'école, ce serait de réussir à construire un enseignement et une évaluation qui ancrent vraiment les apprentissages dans les tâches qui ressemblent à la vraie vie, dans sa complexité, mais qui restent gérables et évaluables de façon juste à l'école.
C'est vraiment ça, l'articulation entre le concret et le complexe, qui est au cœur de sa pensée. C'est une perspective intéressante, mais qui soulève aussi, j'imagine, d'énormes questions sur comment faire ça en pratique. Ce qui m'amène à une dernière interrogation qui me reste. Allons-y. Mettons qu'on arrive à définir ces fameuses situations concrètes et complexes. Très bien. Mais comment on s'assure que tous les élèves, vraiment tous, aient la chance et les moyens de s'entraîner à ça et d'être évalués justement là-dessus? Pas seulement les plus rapides ou ceux qui sont le mieux aidés à la maison. Qu'est-ce que ça demande comme changement profond, pas seulement pour former les profs, mais aussi pour organiser les programmes, le temps, les ressources, à l'échelle de tout un système? C'est effectivement la question cruciale qui découle de tout ça. Définir la cible, c'est une chose. C'est essentiel. Mais créer les conditions pour que chaque élève, quel que soit son point de départ, puisse vraiment avancer vers cette cible et voir ses compétences reconnues, c'est là que se situe le plus grand défi. Ça implique sans doute beaucoup plus que de simples ajustements de méthode. C'est peut-être toute la culture, toutes les structures de l'école qui sont interrogées. Une vaste question. Une vaste question, oui. Et c'est peut-être sur cette interrogation qu'on peut laisser nos auditeurs réfléchir.